Et oui, ce livre, Indigenizing Anthropology with Guattari and Deleuze, donc indigéniser l'anthropologie avec Guattari et Deleuze, m'a été commandé par les éditions d'Édimbourg et particulièrement une collection dirigée par Ian Buchanan qui a créé la revue Deleuze Studies au départ, qui est devenue la revue Deleuze et Guattari Studies quand il m'a demandé de rentrer au comité de rédaction, je crois que c'était en 2012-2013. Et donc, en fait, j'avais évidemment beaucoup échangé avec Guattari dans les années 80 et donc publié ces séminaires qui sont ici dans cette collection, donc le chapitre 1 et 2, enfin le chapitre 2 et 3 plutôt. Et ensuite, avec tout le travail que j'ai fait en Australie pendant des années, j'ai pas trop utilisé Deleuze et Guattari. Mais la jeune génération de ce réseau des études deleuzo-guattariennes qui s'est répandu à travers le monde avec un succès fou dans toutes les disciplines, philosophie, anthropologie, sociologie, études des cultures et des médias, et en art et en architecture, eh bien, en fait, voilà, ces gens-là sont venus me chercher. J'étais en quelque sorte une espèce d'archive vivante, une espèce de dinosaure, voilà, de l'époque, enfin des années 80. Et en fait, j'ai réalisé à ce moment-là que, oui, j'étais vraiment très très proche de Deleuze et Guattari dans ma manière de défendre l'anthropologie que j'ai défendue au cours de toutes ces années. Et donc, j'ai été sollicitée à droite et à gauche pour écrire. Et donc, dans le livre, il y a des chapitres, mais ça ne dérangeait pas du tout les spécialistes deleuzo-guattariens, qui ne citent pas forcément Deleuze et Guattari, mais qui participent en fait de la mise en œuvre des idées qu'ils défendaient, non pas parce que j'aurais été leur disciple, mais juste parce que, tel que j'avais grandi dans les années 70 dans cette ambiance intellectuelle, et bien voilà les choses qui me touchaient et qui me touchent toujours, c'est-à-dire je suis convaincue qu'on peut arriver à construire un monde où les différences restent singulières et peuvent vivre en cohabitation. Voilà. Donc, bon, dans ce livre, oui, en fait, c'est une anthologie où je suis allée chercher, parmi les quelques 200 articles que j'ai écrits à droite et à gauche, dans des revues et dans des livres collectifs, à chaque fois des super invitations, quoi, avec des problématiques, des angles différents, des perspectives différentes. Voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le deuxième chapitre, c'est ces échanges qu'on a eus avec Guattari dans son séminaire qui se tenait chez lui, où passaient beaucoup de personnes. Il était ami avec Pierre Clastres, avec Jolin, et voilà, tout ça avait nourri déjà son livre avec Deleuze, l'Anti-Oedipe et Émile Plateau, mais il y avait une réflexion très profonde de critique de la psychanalyse freudienne. Lui-même avait fait son analyse avec Lacan, et qui consistait à valoriser précisément quelque chose enfin une idée qui était partagée avec Pierre Classe de la société contre l'État. C'est-à-dire qu'on pouvait penser des structures sociales en dehors de la centralisation. Voilà, donc de là le concept du rhizome, qui était plutôt une organisation horizontale par rapport à l'arborescence de l'arbre. Mais bon, ce n'était pas du tout exclusif pour Guattari et Deleuze. Tout ça fonctionnait de manière dynamique. Donc voilà, cette partie-là, je l'ai appelée l'expérience indigène du rhizome. Le rhizome étant pour les Walpiri et tous les peuples qui mangent des ignames, la manière dont les ignames poussent.
mais c'est aussi le cas des mangroves, c'est aussi le cas des bambous. Voilà, il y a partout dans le monde des peuples qui font l'expérience du rhizome, non pas comme une métaphore, mais comme un outil à penser, parce que c'est quelque chose qui lise dans la nature comme mode de fonctionnement et qui ensuite est repris entre les humains. La deuxième partie, je l'ai appelée Totem, Tabou et la loi des femmes, parce que justement c'est là que sont traduits les 2 chapitres du Rêve à la loi de 91, ainsi que cette fameuse synthèse de ma thèse sur l'hypercube qui avait tant plu à Marcia Langton. La partie 3, je l'ai appelée la pratique aborigène de la transversalité et du dissensus. Alors, transversalité et dissensus, ce sont des concepts très importants pour Deleuze et Guattari, et particulièrement pour Guattari, puisqu'il parlait déjà de transversalité avant sa rencontre avec Deleuze. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est à différents niveaux. Il y a la transversalité entre les institutions, il y a la transversalité entre le fait qu'un individu, le collectif et le milieu se traversent. La transversalité, hein, c'est être traversé. L'individu est traversé par le collectif et son milieu. C'est ce que Guattari, avec Deleuze, appelait prendre les choses par le milieu. Et du coup, par le milieu, ce n'est pas l'environnement qui nous entoure. C'est que on est indissociable du dehors. Le dehors est aussi en nous. Et c'est ce que beaucoup de peuples nous disent, de peuples autochtones, encore aujourd'hui, et qui est souvent très mal compris dans certaines théorisations des ontologies des autres peuples. C'est que, contrairement à la manière dont ça s'est développé chez nous, et encore pas pour tout le monde, quand je dis chez nous en Europe, et encore pas pour tout le monde, il n'y a pas cette opposition entre l'esprit qui serait dedans et puis la matière qui serait dehors. Nous sommes tous et de la matière et de l'esprit. Quand je dis nous, c'est aussi bien le milieu. Et comme disent les aborigènes, et c'est ça qui me plaît, la matière, pour eux, pense. Et aujourd'hui, il y a des études intéressantes sur le blob. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, ça ressemble à une algue, mais ce n'est pas une algue. C'est la forme de vie la plus ancienne de la Terre, qui n'a pas de cerveau, qui n'a pas d'yeux, enfin qui n'a pas de sens, et pourtant elle avance, elle se répand et elle mange, notamment les déchets, mais elle peut s'arrêter si elle trouve rien à manger et dormir pendant des centaines d'années. C'est ce que disent les aborigènes aussi, des êtres du rêve, hein, qui veillent, s'obéissent dans les lieux, dans la matière, et voilà. Donc la matière est vivante pour les aborigènes, et moi je pense qu'elle est vivante pour nous aussi. Et donc, en ce sens-là, la transversalité, c'est quelque chose qui s'applique aussi aux machines. Hein, Deleuze et Guattari ont beaucoup travaillé sur les machines, les systèmes machiniques, etc. Voilà, donc, c'est de ça qu'il était question là. Et dissensus, c'est le fait que on pense souvent qu'il faut qu'il y ait un consensus pour que les gens s'entendent. Or, l'expérience que j'ai faite de tous les règlements de conflits et des conflits en cours chez les aborigènes, mais aussi dans d'autres circonstances de collectifs ici en France, eh ben, c'est qu'il faut un minimum de dissensus tel qu'il était valorisé par Deleuze et Guattari pour que les gens puissent s'approprier les lieux où ils vivent et s'asseoir sur leurs idées. Et donc, tant qu'il est accepté que l'on doit continuer à discuter pour montrer ces différences, eh bien, en fait, c'est ainsi que, dans le cas des aborigènes du Nord-Ouest, où j'ai vécu pendant longtemps, la culture a pu renaître. C'est le conflit qui venait faire vivre la vivacité de ce qui avait été perdu, contrairement à juste une patrimonialisation morte en musée. Bon, voilà. Donc ce sont de toutes ces choses-là que je parle dans cette partie. C'est là aussi où je reprends l'histoire du culte historique du Tchoulourou
anticoloniale qui a permis donc à pratiquement une centaine de groupes de langues différentes entre 1912 et les années 1980 de se transmettre de groupe en groupe ce culte pour arriver à penser la colonisation et trouver des moyens d'y résister avec deux lois. Alors, dans cette partie-là, je parle aussi de mon travail en multimédia, mais ça, on y reviendra ailleurs. Dans la quatrième partie, je parle de micropolitique et de l'espoir et de désessentialisation. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est ma lutte depuis toujours, notamment là avec une conférence inédite que j'avais faite en Australie, dans une rencontre internationale sur le racisme, qui s'appelait « Mythe de la supériorité et comment désessentialiser les conflits sociaux et historiques ». C'est une question qui est toujours d'actualité, pas seulement en Australie, mais aussi en France. Et je parle de la France d'ailleurs dans ce chapitre. Ensuite, je parle de résister au désastre, je parle des luttes environnementales et de l'importance des autochtones dans ces luttes, on y reviendra. Et puis, la dernière partie, elle s'appelle « Danser avec les esprits de la Terre ». Et là, ça correspond à... C'est juste deux chapitres qui correspondent à un aspect plus récent de mon travail. D'une part, le temps que j'ai passé au Brésil, où j'ai été extrêmement touchée par des rites afro-brésiliens, mais qui sont aussi fréquentés par des non-descendants de populations déportées et esclavagisées. Ils sont même très très populaires dans les milieux intellectuels. Et puis, le deuxième chapitre, c'est la transcription commentée d'un très long entretien que j'ai fait avec un chaman aborigène, Yalanga, Len Sullivan, et qui m'a fait comprendre encore de nouvelles choses sur la cosmologie et surtout le système des soins aborigènes.